bienvenue à Deux Fiscalistes, un podcast. On est content de vous retrouver. Ça fait un petit bout qu'on a fait ça. Petite pause à cause de plein d'événements dans la vie personnelle de nous deux. On va voir si on en parle ou pas. Mais on est de retour. Aujourd'hui, on va vous parler d'un élément super intéressant. Les déductions pour frais puis les dépenses automobiles. Pourquoi c'est quand même important? C'est que, dans la saison des impôts, ça touche beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui utilise leur voiture pour fin d'affaires. Puis, dans un deuxième temps, comme c'est facile à prendre comme déduction, c'est un des éléments qui sont définitivement les plus vérifiés. Si jamais vous tombez en vérification fiscale et que vous avez la malchance d'expérimenter ça, les vérificateurs, normalement, ça prend pas beaucoup de temps. Dès qu'ils voient des frais de déplacement, ils se jettent sur le sujet. C'est excessivement frustrant parce que c'est des nuances, c'est plein de petits détails, puis ils font rien. Fait que bref, aujourd'hui, Réginald va nous parler de tout ça. Il va un peu nous éclairer sur qu'est-ce qui est déductible, qu'est-ce que j'ai le droit de prendre comme frais de déplacement, particulièrement en tant qu'employé. Mais avant tout, Réginald, t'es qui? T'es qui, oui. Bonjour à tous, professeur Reggie. Oui, fait qu'aujourd'hui, les frais de déplacement, tu l'as bien dit, on le sent, un petit peu de frustration même. Je sais pas si t'as déjà eu des vérifications là-dessus, toi personnellement ou avec des clients, mais définitivement un sujet qui est très populaire, surtout en ce moment. On est dans la saison des impôts. C'est un sujet qui revient à chaque année. On se fait toujours questionner sur les fameuses dépenses automobiles. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Comment ça fonctionne? Mon auto, est-ce qu'elle est pour affaires ou personnelle? Est-ce que j'ai juste à mettre un logo dessus puis voilà, j'ai trouvé le Saint Graal et j'ai trouvé la solution à tous mes maux. Fait qu'aujourd'hui, on parle pas de tout sur l'automobile aujourd'hui parce qu'il y a énormément de choses à dire. On pourrait facilement faire un 5-6 heures. Fait qu'aujourd'hui, le podcast d'aujourd'hui, on va se concentrer sur les dépenses engagées par les contribuables lorsqu'ils utilisent leur automobile. On va faire un autre podcast plus tard où on va parler des automobiles fournies par l'employeur. Et potentiellement un autre podcast aussi sur le fameux louer versus acheter. Mais aujourd'hui, on se concentre sur les dépenses engagées par les contribuables. Est-ce que oui ou non on peut les prendre et est-ce qu'on peut les optimiser? Super. Donc, si on essaie d'introduire le concept, parce que comme tu as dit, il y a énormément de questions puis sous-questions. Mm-hmm. Qu'est-ce qui permet de déduire une dépense à la base? Qu'est-ce qu'il faut que je sache de prime abord? Est-ce que j'ai la possibilité d'avoir une dépense pour frais de véhicule à moteur, pour frais automobiles dans ma déclaration d'impôt? Eh bien, l'expression le dit, ce sont des frais de déplacement. Fait que la première chose à examiner, c'est quoi la nature du déplacement? Il y a deux types de nature de déplacement possibles. La nature d'affaires et nature personnelle. Lorsqu'un déplacement est de nature pour affaires, normalement, soit qu'on peut recevoir une allocation, soit qu'on peut déduire les dépenses, bref, il y a quelque chose à faire. Mais quand c'est un déplacement de nature personnelle, malheureusement, toute dépense relative à un déplacement de nature personnelle n'est pas déductible et ne peut pas être utilisée contre son revenu. C'est un ADA, malheureusement. Dépenses affaires, dépenses personnelles, c'est déplacement affaires. Okay. Déplacement pour affaires, excuse-moi, déplacement pour fin personnelle, c'est large comme définition. Comme définition, puis il y a 1 million de variations déjà que juste en t'écoutant, je me mettais à faire des scénarios. Mais peux-tu préciser un peu plus là, c'est quoi un déplacement pour fin d'affaires? Un déplacement pour fin d'affaires, c'est un déplacement qui vise à accomplir une tâche essentielle ou accessoire à l'emploi. Là, encore là, c'est très large. Qu'est-ce que ça veut dire, une tâche qui vise à accomplir de manière essentielle ou accessoire à un emploi? Il n'y a pas de définition claire dans la loi. Il faut se référer aux positions administratives et à la jurisprudence. Et la question que l'Agence du revenu du Canada, l'ARC, en fait, la réponse que l'ARC dit tout le temps, c'est une question de fait. Autrement dit, ça dépend. Ça dépend des faits. Fait que ça va dépendre notamment de la nature, de la responsabilité, des obligations de l'emploi et également du lieu de travail habituel de l'employé. Pourquoi est-ce que le lieu de travail habituel, c'est un concept si important? Parce que c'est ça qui va déterminer si on est dans le cadre d'un déplacement pour affaires. C'est quoi le lieu de travail habituel de l'employé? Normalement, ça va être, pour identifier, ça fait bizarre de dire ça, mais pour identifier le lieu de travail habituel de l'employé, il faut regarder par rapport à l'employé et non par rapport à l'employeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le lieu de travail habituel de l'employé, ce n'est pas nécessairement le siège social de l'employeur. C'est le lieu où l'employé travaille habituellement.
On s'entend, Reggie t'a juste redit la même expression, mais dans un différent ordre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi habituellement? Ça veut dire, où ce qui exerce ses fonctions. C'est un endroit précis où ce qui va un nombre de fois. Donc, il peut y avoir une fréquence où ce qui va rester de manière permanente, notamment où ce que l'endroit va être aussi normalement aménagé, où ce qui va, par exemple, avoir des, en anglais, c'est facilities, en français, des utilités, je dirais, exemple, téléphone, bureau, okay. etc. Des installations qui vont lui permettre de travailler. C'est ça. Fait que le lieu de travail, c'est où est-ce que l'employé va travailler généralement et va être en mesure d'effectuer ses tâches. Puis pourquoi? Attends. Okay. Normalement, le lieu de travail habituel, ça serait la place d'affaires. C'est super facile de faire ce lien. Là, c'est quoi les nuances entre le lieu de travail habituel puis la place d'affaires de l'employeur? Parce que ce que tu me dis, moi, j'entends la place d'affaires de l'employeur normalement. Là. Eh bien, vois ça comme exemple. Exemple, ton employeur est en Ontario. Ouais. Et toi, tu habites au Québec. Et il n'y a pas de place d'affaires au Québec. Là. Lui, son siège social est en Ontario. On s'entend que chaque jour, tu n'iras pas faire l'aller-retour de Anjou jusqu'à Gatineau. Chaque jour aller-retour, c'est impensable. En tout cas, désolé pour ceux qui se font. Donc, l'employeur va te permettre de travailler, par exemple, de ton domicile, ou il va peut-être louer les coworking space ou un petit local à Montréal ou dans ton coin pour que tu puisses aller travailler, où tu vas avoir toutes tes installations, tu vas avoir le Wi-Fi, tu vas avoir ton ordi, tu vas avoir ci, etc. Et c'est là que tu vas exécuter tes tâches. Ce n'est pas la place d'affaires principale de ton employeur, parce que son siège social est en Ontario. Mais c'est un endroit où tu vas pour accomplir et exercer tes fonctions. Fait que ça va être ton lieu de travail habituel, parce que c'est là que tu vas pour exercer tes activités. OK. Donc, c'est le lieu, il y en a juste un, où j'exerce principalement mes fonctions. Généralement, on va penser que c'est le lieu qu'il y en a juste un. Ah. Mais il est possible d'avoir plusieurs lieux de travail habituels. Fait que, par exemple, quelqu'un qui... le meilleur exemple, c'est un gérant de succursale d'une franchise ou peu importe, là, une marque, là, une entreprise qui a plusieurs succursales. Et le gérant, par exemple... à chaque jour, va aller dans les 3 succursales pour faire 3 suivis de manière quotidienne, etc. Donc, il se présente à chaque fois au même lieu où il travaille et il exerce ses fonctions, etc. de manière répétitive, il y a une bonne fréquence pendant une durée indéterminée techniquement tout le temps qu'il travaille là. Donc, ça peut faire en sorte qu'il va avoir 3 lieux de travail. Donc, il va avoir les 3 succursales qu'il visite. Fait que c'est possible d'avoir plusieurs lieux de travail. Il n'y en a pas nécessairement juste un. OK. Si ça te dérange pas, on va faire du pouce sur ton chemin sur l'exemple du gérant. J'aime bien ça. Donc, là, on vient d'introduire le concept de lieu de travail habituel, mais pourquoi il faut absolument déterminer le lieu de travail habituel pour déterminer si un déplacement est pour fin d'affaires? Très bonne question. Eh bien, pour que le déplacement soit considéré pour affaires, il faut généralement se déplacer vers un lieu de destination, bref, vers un lieu où on va faire son travail, notamment un lieu de travail habituel. Mais les déplacements entre sa maison et le lieu de travail habituel sont considérés de nature personnelle. Et ça, c'est quelque chose que les gens, souvent, ont tendance à mal comprendre ou ne savent pas et se font avoir lors des vérifications. Lorsque je me déplace de chez moi, et que chez moi, j'ai pas de bureau à domicile, là, on va rentrer là-dedans après, mais j'ai pas de bureau à domicile. Donc, chez nous, ce que je fais, c'est mes affaires, c'est ma maison, c'est mon domicile, et que je vais chez mon employeur, à mon lieu de travail habituel. Beaucoup de personnes, et ça, on le voit souvent en pratique, je suis sûr que tu l'as vu toi aussi, vont dire, je m'en vais travailler, c'est un déplacement pour affaires. Non. Parce que le déplacement entre ton domicile et le lieu de travail habituel va être considéré de nature personnelle. D'où l'importance de bien définir c'est quoi ton lieu de travail habituel versus c'est quoi, là je vais utiliser une autre expression qui n'est pas définie dans la loi, mais juste pour les fins du balado, c'est quoi ton lieu de destination? Parce que par exemple, si plutôt que d'aller à ton lieu de travail habituel, tu vas chez un client. Ouais. Donc tu es un vendeur itinérant ou bref, un comptable. Puis tu vas faire un audit chez un client ou quoi que ce soit. Le fait de partir de ton domicile et de te rendre à ton lieu de destination qui est chez ton client, ça va être pour affaires. Mais si tu pars de chez vous et que tu vas à ton lieu de travail habituel, ça, c'est personnel. Ensuite, si tu pars de ton lieu de travail habituel puis tu vas chez ton client, ça, c'est pour affaires. Donc, c'est super important de définir c'est quoi ton lieu de travail habituel
puisque certains déplacements vers ton lieu de travail habituel ou de ton lieu de travail habituel vont être considérés personnels. Puis évidemment, si tu pars de chez vous et tu t'en vas chez un de tes chums, ben là, c'est personnel. On n'a pas... Ouais, mais si mon chum, c'est également un client de la business... Là, techniquement, faudrait savoir c'était quoi l'objectif du déplacement. Est-ce que tu allé chez eux pour parler de sa business ou tu allé chez eux pour prendre un verre parce qu'on est vendredi soir, samedi soir, puis un match canadien? Et faut que tu sois en mesure de le prouver. Tu peux pas juste dire « Ah, je suis allé là parce que c'est un de mes clients ». Ça fonctionne pas de même. Il faut être capable de prouver son intention et de prouver ce qui a été fait comme travail. OK. Donc, revenons à ton exemple de... J'aimais bien ton exemple de gérant, qui est responsable de plusieurs succursales. Juste avant, dans le fond, ça, c'est pour qu'est-ce qu'un déplacement à faire, comme on dit, c'est quand on vise à accomplir une tâche, etc. Ouais. Qu'est-ce qu'un déplacement personnel? Tout ce qui n'est pas un déplacement pour affaires. Okay. Ça, là, est beaucoup plus facile. C'est une définition par exclusion. Une définition par exclusion. Ouais. Quand c'est pas pour affaires, automatiquement, c'est personnel. Peu importe si tu avais une autre intention ou quoi que ce soit. OK. Reprenons un peu parce que on a fait même pas 5 minutes, puis j'ai l'impression qu'il y a eu une tonne d'informations qui ont été données. Donc, pour qu'on pense, juste qu'on ait l'idée de déduire une dépense, il faut premièrement qu'il y ait un déplacement pour fin d'affaires. Dans un deuxième temps, c'est essentiel de définir si le déplacement est un déplacement, comme on dit, personnel ou pour fin d'affaires. Puis pour définir si un déplacement est pour fin d'affaires, il faut savoir c'est quoi le lieu de travail habituel. Oui, parce que quand je me déplace, faut savoir où est-ce que je m'en vais. Okay. Et si je m'en vais dans un lieu de destination, donc chez un client, on va dire ça, ou chez un fournisseur, qui n'est pas un lieu de travail habituel, qui n'est pas mon lieu de travail habituel, là, oui, normalement, ça va être pour affaires, ça va être assez facile. Ça, peu importe si je pars de ma résidence ou de mon lieu. Peu importe de où tu pars, entre 2-3 clients, tu te promènes, etc., ça va être pour fin d'affaires. Super. Mais ce que les gens, encore là, l'erreur que les gens font, c'est qu'en connaissant pas c'est quoi un lieu de travail habituel, ils se disent que s'ils vont chez leur employeur, c'est considéré pour affaires. Pas nécessairement. OK. Tu as dit également qu'on peut avoir plusieurs lieux de travail habituels. Puis c'est même facile parce que ton exemple de gérant, je suis stické dessus, je m'excuse, mais je veux vraiment le faire. Un gérant, disons, qui est responsable de 5 magasins. Dans la région de Montréal, là, normalement, il travaille toujours à un magasin, c'est sa base, on va dire. Là où est-ce que son employeur dit que normalement il doit se présenter, mais lui, dans son truc, il se dit, regarde, à chaque jour, là, je me rends à un différent magasin. Ou à chaque semaine, je vais aller dans un magasin différent. C'est mon secteur. Moi, je veux aller m'assurer que chacun des magasins fonctionne bien. Est-ce que tu es en train de me dire que chacun des magasins qu'il va visiter peut être considéré comme un lieu de travail habituel? S'il y va de manière régulière, répétitive et continue, oui, chaque magasin pourrait être considéré comme un lieu de travail habituel. Par contre, le déplacement de son domicile à son lieu de travail habituel initial va être considéré personnel. Mais les déplacements entre les différents lieux de travail habituels, et ça, peut-être nuance avec ce que j'ai dit tantôt, entre les différents lieux de travail habituels, eux vont être considérés pour affaires. OK. Mais si lui décide, comme dans l'exemple que je faisais, d'aller dans une succursale à chaque jour, c'est le déplacement personnel. Même s'il vit sur la Rive-Sud, puis qu'il couvre un secteur tellement grand qu'il doit se rendre à Saint-Jérôme, la distance parcourue n'a pas d'impact. Peut être un facteur. C'est vrai, il n'y a pas d'impact. Ça peut être un facteur, mais encore là, si chaque jour, il décide de faire, je reprends mon exemple, il fait Anjou à Gatineau chaque jour, c'est son problème, c'est lui qui a décidé de prendre une job qui est aussi loin. Donc, le déplacement kilométrique, c'est sûr que plus c'est loin, normalement, tu vas pas y aller chaque jour, etc. Mais si tu vas de manière répétitive, et l'ARC est très, très large dans son interprétation. Pour elle, 1 à 2 fois par mois, peut être considéré comme une manière répétitive, régulière, et etc. Donc, bon, est-ce que ça tiendra en cause? Je vous dirais qu'il y a certaines décisions qui ne vont pas dans le même sens que l'Agence du revenu du Canada, mais ça reste que, selon l'ARC, même 1 à 2 fois par mois peut être considéré une manière régulière, peut faire en sorte qu'un endroit va devenir un lieu de travail habituel. Mais juste petit correctif avec ce que j'ai dit tantôt, parce que tantôt je faisais l'exemple de 2-3 succursales dans la même journée, c'est peut-être pas le meilleur exemple, parce que si on fait 2-3 succursales dans la même journée, le premier déplacement du domicile à la première succursale va être personnel et de la dernière succursale au domicile va être personnel, mais entre chaque succursale, lui, ça pourrait être pour fin d'affaires. C'est très nuancé. Déjà là, je sais que j'en ai perdu quelques-uns, mais ou quelques-unes, mais c'est... J'ai envie de t'amener une balle courbe. Vas-y. D'un cadre de jurisprudence que j'ai déjà vu, puis là, j'aurais dû le lire avant parce que je me rappelle plus, mais j'étais intelligent, moi. Moi, là, à chaque matin, je te le dis, Reggie, t'es intelligent. Je ne remets pas dans doute ton intelligence. Vas-y. À chaque matin. Moi, comme je te dis, je suis gérant.
chaque matin, je me présente toujours à la succursale la plus proche de chez moi. On va dire que j'habite sur la Rive-Sud, à Longueuil. Mais de là, je repars après vers Saint-Jérôme. Ben, j'ai pas lu cette jurisprudence-là. J'aurais tendance, par contre, mon réflexe dirait que c'est admissible. Entre Longueuil et Saint-Jérôme. De chez vous à Longueuil, de chez vous à la succursale, non, mais de ta succursale à l'autre succursale, vu que c'est entre deux lieux de travail. Selon moi, ça risque de la même manière que si j'allais à Saint-Jérôme au début puis je revenais à Longueuil après, j'aurais quand même la même distance qui serait faite. Ouais, mais pour revenir. Je me suis arrêté une seconde à celle de Longueuil. Juste pour dire de le qualifier. Là, c'est une question de fait. Si t'as essayé de détourner, puis etc., puis sont en mesure de prouver que t'as arrêté à peine une minute juste pour faire une lumière rouge ou faire un stop, disons que, encore comme on dit, c'est une question de fait. C'est pas tout le temps sûr, et d'ailleurs, on oublie de le préciser, ce n'est pas des conseils fiscaux qu'on donne. Allez toujours voir votre fiscaliste ou votre comptable. Parce que c'est super nuancé. Là, mais exactement, c'est extrêmement nuancé, c'est toujours une question de fait, puis on va le voir, il y a des décisions jurisprudentielles qu'on va examiner. Mais c'est ça. Fait que ceux que si t'as délibérément arrêté quelques secondes juste pour dire, puis que t'as pas fait de travail, ben, encore là, oublions pas. Faut que ce soit un endroit où tu as exercé, faut que ce soit un endroit que tu es allé pour exercer, on va l'avoir, et accomplir tes tâches. Si tu n'as fait aucune tâche et que tu as juste drop by, allô, t'es reparti, tu joues avec le feu. Je suis d'accord avec toi. Puis je me rappelle plus si la jurisprudence est une interprétation technique, puis là, honnêtement, je suis sur ça, I drop the ball. Mais l'ARC avait un peu la même interprétation, là. C'est que si c'est déraisonnable pour l'employé, disons, de passer à l'emplacement A, Longueuil, dans le cas que je viens d'exposer, je pense que l'ARC avait dit, écoutez, ça n'a pas d'allure, c'est un déplacement vers un lieu de travail habituel. Tout le déplacement, donc. Ben, chose qui peut être par contre intéressante, surtout depuis la COVID, si le domicile est également le bureau à domicile de l'employé et l'endroit où il effectue ses tâches principalement, bref, qu'on respecte les critères de bureau à domicile, le domicile peut être considéré comme un lieu de travail habituel. Ce qui fait en sorte que, n'oubliez pas, entre deux lieux de travail habituels, normalement, ça peut être considéré pour affaire. Fait que si on est capable de qualifier le bureau à domicile comme étant un lieu de travail habituel, eh bien, dans ce cas-là, on est peut-être en mesure de qualifier les déplacements vers notre employeur comme étant un déplacement pour faire l'affaire. Si et seulement si, là je tiens à le préciser, si et seulement si on peut considérer notre résidence comme un lieu de travail habituel. Oui. Et là, il faut respecter les critères, etc. Il y a plusieurs critères à respecter. Ça, c'est un bureau à domicile. On pourra revenir là-dessus. Mais je tiens quand même à préciser parce que l'ARC met normalement de prime abord un déplacement de sa résidence vers un lieu de travail habituel pas déductible. C'est pas déductible. C'est vraiment une exception à la règle générale. Ben, c'est pas une exception parce que c'est une autre situation. Parce que ton bureau à domicile est considéré comme un lieu de travail habituel. Qu'est-ce qui est une exception? Et ça, j'ai juste lu ça. D'ailleurs, on va mettre en référence enfin, on peut dire les sources qu'on a consultées avant de venir ici. Il y a le folio je vais bien dire ça. Le folio de l'ARC, S comme Sébastien, 2, F comme Frédéric, 3, C comme Carole, 2, donc S2, F3, C2. Il y a le bulletin d'interprétation IT522R qui a été retiré et également un document fait par le Centre québécois de formation en fiscalité, le CQFF, qui est littéralement aussi une bible d'information si un jour vous vous intéressez vraiment à la fiscalité. CQFF, je le recommande fortement. Donc, mais tu parlais d'exception. Il y a une exception que j'ai vue dans la doctrine et les documents qu'on a consultés ainsi que la jurisprudence. Lorsqu'un employeur, et c'est assez précis, lorsqu'un employeur fournit le transport à son employé pour des raisons de sécurité ou lorsque les véhicules sont interdits, que là, le déplacement entre la résidence et l'employeur pourrait être admissible. Mais on revient à notre cas que je parlais, le bureau à domicile. Il y a, tu me disais que tu étais intelligent? Je vais te prendre au mot. Je vais te résumer quelques faits de jurisprudence, donc des situations réelles. Et tu me dis, selon toi, juge Théus Trudel, ce que vous en pensez. C'est un plaisir, je suis pas avocat, je sais pas. C'est vrai, on veut pas avoir le barreau qui... Non. Donc, l'affaire concerne plusieurs appelants qui étaient tous des membres du Strait Regional School Board en Nouvelle-Écosse. Donc, un conseil d'administration, de ce que je comprends, d'une école. Et ils travaillaient tous principalement à partir de leur bureau à domicile. Ils recevaient une allocation et le ministre a inclus les allocations et mensuellement, ils étaient tenus de se déplacer
au local de l'employeur, donc je présume à l'école ou quelque chose comme ça, dans l'immeuble administratif du conseil scolaire de Port Hastings. Désolé pour la prononciation. Et c'est ça. Fait qu'il devait se rendre là, mais il n'avait pas de bureau à ces endroits-là. Et le ministre des Revenus nous dit que les allocations qu'il recevait pour les déplacements étaient imposables parce que les déplacements étaient de nature personnelle, de leur bureau à domicile jusqu'à l'immeuble administratif. Mm-hmm. Et bon, la question était de savoir est-ce que le bureau à domicile est un lieu de travail habituel et est-ce que le déplacement entre le bureau à domicile et l'immeuble administratif est considéré de nature personnelle ou pour affaires. Donc, je répète rapidement, ils n'avaient pas de bureau à l'immeuble administratif. Ils étaient obligés de le faire mensuellement, fait que c'est une bonne fréquence, une fois par mois au moins, par l'employeur. Et à leur bureau, il y avait tout pour travailler de leur bureau. Fait que la majeure partie de leur travail se faisait de leur domicile et ils étaient installés, il y avait tout pour être fonctionnel. Fait que là, ta prémisse, c'était, on va voir si je suis intelligent. Alors, le niveau d'intelligence, c'est déterminé en fonction de quoi? C'est que si tu me donnes la bonne réponse, c'est un do or die. C'est un do or die. Do or die. Bonne réponse, zéro non. nuance. Pas une question de fait? Non, ici, le juge a dû trancher, il n'a pas pu dire c'est une question de fait. Fait que, est-ce que les contribuables ont été en mesure de... est-ce que le déplacement entre leur résidence et leur employeur était de nature personnelle ou affaire? Écoute, comme je te le disais, là, normalement, de prime abord, d'une résidence vers un autre lieu, c'est un déplacement pour faire personnel. Eh bien, dans ce cas-ci, étant donné que le bureau était où ils effectuaient leur travail principal, que ils n'avaient pas de bureau à l'immeuble administratif de l'employeur, qui était tenu d'avoir leur bureau à domicile, etc., ça a été considéré comme un déplacement à faire. Donc, le contribuable a eu gain de cause. Parce que, justement, son domicile a été considéré comme un lieu de travail habituel et les déplacements entre deux lieux de travail habituels est considéré pour fin d'affaires. Donc, l'allocation qu'ils ont reçue était non imposable et ont peu besoin de s'imposer dessus. Ah ben, sacrément. Ça On va parle de mes compétences intellectuelles. Deux petites autres rapides. Mason. Donc, la première, c'était Campbell, la décision Campbell. Après ça, on a la décision... by the way, est-ce que c'est une décision qui a été entendue en CCI, procédure informelle? Cour canadienne de l'impôt, non, formelle. Formelle, super. Donc, ça fait jurisprudence. Oui. Mason, elle est informelle. Donc, on a Wade Kenneth Mason, qui était contremaître de chantier. En 2017, il a réalisé à peu près 50 projets sur divers chantiers. Donc, il se déplaçait de différents chantiers de construction, etc. 50, on va dire, une fois par semaine, etc. Non, etc. Donc, il supervisait une équipe de 17 travailleurs. Il était responsable de l'entretien, du transport, du stockage des outils, équipements, matériaux, etc. Et l'employeur exigeait qu'il entrepose ses outils et l'équipement dans son garage chez eux. Fait qu'il fallait tout le temps qu'il ramène le stock chez eux, puis qu'il le déplace, puis etc. Puis ça avec son véhicule personnel. Et il a réclamé des frais d'utilisation de son véhicule personnel, notamment pour les déplacements entre chez eux et le chantier. Les chantiers, excuse-moi, oui. Fait que ça. Et dans le fond, Revenu Canada est rentré là-dedans. Il dit non, on refuse parce que tes déplacements sont de nature personnelle, de ton garage jusqu'au chantier. Et c'était pas un gros montant, c'était 2000$ qui est en litige, c'était en procédure informelle. Fait que la question, c'était est-ce qu'il exerce habituellement ses fonctions dans divers lieux ou dans divers lieux de travail habituels et les frais de déplacement entre son domicile et les chantiers, donc le premier déplacement de la journée, oui. Est-ce que c'est considéré comme un déplacement personnel? Parce que entre les chantiers, c'est correct. C'est vraiment juste de chez eux au premier chantier et du dernier chantier à chez eux. La RC a contesté, je suis sûr qu'ils avaient bien baqué leur dossier, donc c'est pour fin personnel, le premier déplacement de la journée, c'est sûr. En fait, là, la question était aussi de savoir, est-ce que son garage était considéré comme son lieu de travail habituel? Parce que techniquement, il était surtout sur les chantiers, il était pour l'entretien, etc. Fait que c'est pas comme s'il y avait c'est pas un travailleur autonome qui a de la comptabilité chez eux, puis qui travaille, puis qui a son bureau au sous-sol ou peu importe. Fait que c'est différent de la décision Campbell préalable. Ouais, je maintiens mon analyse. La RC rentre pas dans un dossier comme ça sans baquer son dossier. Je suis sûr qu'avant de se rendre en cours, ils ont bien baqué leur dossier puis que c'était des déplacements de nature personnelle les premiers de la journée.
Écoute, à date, ta moyenne au bâton n'est pas excellente. Et encore une fois, première des choses, il analyse, est-ce que il y avait un bureau à domicile? Mm-hmm. Et étant donné que c'était l'employeur qui exigeait, et ça a été, ils ont mis l'emphase là-dessus, que l'employeur exigeait que son équipement, ses outils, etc. soient entreposés dans son garage, ils ont considéré son garage comme un lieu de travail habituel. Ce qui fait en sorte que le déplacement entre son garage et le premier chantier et du dernier chantier à chez eux a été considéré également pour fin d'affaires. Donc, le contribuable a eu gain de cause. Par contre, ici, c'est une décision informelle. Donc, à tous nos auditeurs dans le domaine de la construction, ça ne fait pas jurisprudence. Fait que ce que ça veut dire, c'est que les autres tribunaux ne sont pas tenus de respecter cette décision-là. Fait que c'est vraiment une question de fait. Là, il y a eu gain de cause, le juge lui a donné, mais en se basant notamment sur Campbell, l'arrêt juste avant. Mais ici, c'est ça. Fait que il y a eu gain de cause, ça a été considéré comme un... Grosso modo, c'est pas parce qu'il y a une situation que j'ai appelé une situation factuelle, là, où les éléments sont vraiment similaires, que l'ARC est obligé de suivre cette décision-là, parce que c'est pas une décision, c'est pas... Vu que c'est informel. Ouais. Okay. Vu que c'est informel, oui. Dernière, et là, c'est sûr, je massacre le nom, McCullough, 2022. Cour canadienne de l'impôt, encore une fois, donc contre le roi. McCullough. Donc lui, Richard, il était VP de Savage Arms Canada. Et il y avait des problèmes avec ça fait partie d'un conglomérat international. Et il y avait des problèmes avec Savage Arms USA. Donc, ils lui ont dit, pendant 19 mois, est-ce que tu vas aller travailler aux States? On va te payer un appartement là-bas, les déplacements, etc. Mais tu restes employé du Canada. En aucun temps, tu deviens employé des States. Et il va travailler là-bas 2 à 3 semaines par mois au bureau de USA. C'est lui qui assumait ses frais de déplacement et ses frais d'hébergement. Il restait employé du Canada et son salaire était payé exclusivement par le Canada. Il a déduit grosso modo entre 30 et 35 000 de frais de déplacement. Ce que l'ARC a refusé en disant, écoute, t'avais une résidence secondaire là-bas, tu peux pas... la position de l'ARC était qu'il y avait 2 lieux de travail habituels, parce qu'on sait qu'on peut avoir plus qu'un lieu de travail habituel. Ouais. Donc, ses déplacements du Canada aux États-Unis, c'était vers un lieu de travail habituel, de son domicile vers un lieu de travail habituel. C'est personnel. Il travaillait pour une entité distincte, mais c'était en fait il travaillait pour une entité distincte, donc c'est un lieu de travail aussi habituel, tout pour supporter ça. Savage Canada US et Savage Canada et US faisaient partie du même conglomérat. Ouais. Permettre des déductions reviendrait à déduire des frais pour une résidence secondaire, ce qui n'est pas permis par la loi. Celle-là, je l'ai pas lue pour vrai. Fait que elle, ça va être intéressant. Fait que les autres, les avaient lus, t'as quand même eu des mauvaises réponses? Est-ce que c'est une question de mémoire? Est-ce que c'est une question de mémoire? On va voir. Ceci étant dit, elle, dans ce cas, lui, il y a un des éléments que tu as mentionné, en fait, je pense qu'il n'est pas hyper pertinent, c'est que tu as mentionné que faisait partie du même conglomérat, donc que ça pouvait être le même employeur, parce qu'il ne faut pas oublier que même si je m'en vais chez un client, l'emplacement de mon client peut devenir un lieu de travail habituel, normalement. Fait que dans ce cas-ci, surtout que tu m'as dit qu'il a été là pendant plusieurs semaines, à plusieurs reprises. Sur une période de temps de combien de temps? 19 mois, de 2017 à 2019. Honnêtement, ça devient un deuxième lieu de travail habituel. Fait que les déplacements de prime abord, à mon avis, devraient être considérés. Dans ce cas-ci, je suis d'accord avec... En fait, j'étais pas mal d'accord avec toi quand j'ai lu les faits. Je suis OK, sincèrement, selon moi, ça passe pas. Il a eu gain de cause. Comment il a fait pour... c'est en procédure informelle, encore une fois. Fait que l'ARC, les tribunaux ne sont zéro tenus de suivre cette décision-là. Il y a eu gain de cause. Je sais pas c'était qui ces avocats. Good job. The gloves doesn't fit, là. C'est vraiment... il s'en est sorti par le fait que son employeur était uniquement Savage Canada. Son contrat de travail était avec Savage Canada. Et l'assignation US était temporaire. C'est ça qui a fait... c'est là-dessus que le juge est basé pour dire que c'était pas un lieu de travail habituel, mais plus un lieu de destination. Donc, c'est ça. Fait que la nature temporaire a fait en sorte que les déplacements ont été considérés pour affaires. Écoute, c'est good job à lui. Il s'en est bien sorti. Fait que bref, tout ça pour dire que quand on dit c'est une question de fait, puis pour vrai, c'est un addon que ça soit 3 victoires du contribuable, parce que je vous dirais que plus souvent qu'autrement, c'est l'ARC qui a eu gain de cause. Oui, en général. La majorité du temps. Fait que là, je voulais au moins donner de l'espoir à certaines personnes lors des audits. Mais c'est ça. Fait mais un des éléments que je trouve quand même important à noter, c'est que
quand j'ai fait la revue de la jurisprudence la dernière fois dans ce genre de dossier-là, c'est vraiment la question, dans ce genre de dossier-là où tu pars de chez toi, c'est qu'il faut déterminer si chez toi est un lieu de travail habituel, puis normalement, ça se fait par rapport à l'équipement que tu as chez toi pour réaliser ton travail. En fait, Revenu Québec va se baser notamment sur la fréquence et la durée. La fréquence où tu vas à l'endroit et la durée que tu restes à l'endroit. Tandis que l'ARC va plus se baser sur justement les installations, les facilités d'installation que tu as à l'endroit. Donc, ils n'ont pas nécessairement les mêmes critères. Okay. Alors, il peut être possible qu'une administration fiscale dise que tu as un lieu de travail habituel chez vous et que l'autre non. OK. Ou même ailleurs chez un client ou quoi que ce soit. Ça serait étrange, parce que plus souvent qu'autrement, Revenu Québec va suivre l'ARC, on va se le dire. Mais c'est ça. Fait que si je fais un petit recap là, en 30 secondes, si ma résidence n'est pas un lieu de travail habituel, de ma résidence à mon lieu de travail habituel, c'est personnel. OK. Ma résidence n'est pas un lieu de travail habituel, je vais chez un client, donc un lieu de destination, un client, un fournisseur ou autre chose, affaires. Ma résidence est un lieu de travail habituel. Je vais à mon autre lieu de travail habituel qui peut être mon employeur, normalement, affaires. Et même chose si je vais chez un lieu de destination, quoi que ce soit, que ma résidence soit un lieu de travail habituel ou non, ça va être accepté. Puis entre deux lieux de travail habituels? Ça n'a rien à dire entre ma résidence qui est un lieu de travail habituel ou l'employeur. Entre deux lieux de travail habituels, normalement, c'est accepté. Donc, c'est accepté que c'est un déplacement pour fin d'affaires. Donc, j'ai pas de lieu de travail habituel chez moi, mais je me rends chez mon employeur, puis après, je dois aller chez un client par la suite. Affaires. Normalement, oui. Super. Encore là, c'est une question de fait. Je peux vous dire que c'est oui dans tous les cas. Ouais. Si quelqu'un essaie de faire la petite passe-passe que tu as dit tantôt, arrêter une seconde, peu importe. C'est ça. Fait que c'est ce que je voulais... T'as-tu d'autres petites questions par rapport à ça? C'était-tu clair? T'as-tu des situations vu ton intellect supérieur? Non, écoute, aujourd'hui, tu vas me faire questionner moi-même. Fait que je vais passer mes petits trucs de whiz. Revenons. Donc, une fois que je sais que j'ai un déplacement pour faire l'affaire, c'est quoi les possibilités? C'est quoi les enjeux? Tu me demandais quels sont les trucs qu'on pourrait essayer. Je vois beaucoup sur le marché cet élément-là. Écoute, t'as une belle Tesla, là. Mets un logo sur ta Tesla. En ce moment, c'est plus des graffitis que sur les Tesla. Mais... je sais ils ont perdu beaucoup de valeur, mais tu sais, je l'ai vu quand même un peu après la pandémie pendant longtemps. Un gros logo, là. Ta Tesla est fuchsia. Puis t'as mis un gros logo de ta business dessus. Puis chaque fois que tu te déplaces, tu dis, regarde, c'est pour faire l'affaire, c'est de la publicité. Tu m'as eu. C'est tout. Non, c'est pas vrai. Ça change absolument rien. Un logo sur... parce que oui, ce que tu dis là, c'est quelque chose que j'entends aussi. Non, mais moi, mon auto est toujours pour affaire, là. J'ai mis un logo dessus. Non. Mettre un logo ne fait pas en sorte que ton déplacement est rendu pour affaire. Je mets un logo, puis je m'envoie à mes parents. C'est un déplacement. C'est le déplacement, c'est l'objectif du déplacement qu'il faut examiner. Et non l'automobile, comment elle est habillée. Comment elle est habillée. C'est beau, hein? Je viens d'improviser ça. Donc, fait que c'est l'objectif du déplacement. Ouais. Si l'objectif n'est pas pour fin d'affaires, ce n'est pas pour aller voir un client ou quoi que ce soit, c'est personnel. On l'a dit. Affaires, c'est qu'il faut que c'est un déplacement que tu fais pour accomplir ton travail. Dès que ce n'est pas pour affaires, qu'est-ce que c'est? Personnel. C'est ça. Ouais. Un peu plus de motivation, un peu plus de pep dans ton step. Le pep dans mon step? Tu vois? Parce que, en fait, j'étais perdu avec... Je vais mettre du pep dans mon step, là. J'étais retourné avec l'auto fuchsia. Là, c'était comme... Okay. Mascara Diamant, c'est mon entreprise. Puis je me rends directement... chez mon client. Je vais parler à mon client, je vais faire, regarde, je viens de vendre du mascara. Mon client n'est pas un lieu de travail habituel. C'est pour faire d'affaires, là. On s'entend. Oh, oui. OK, parfait. Oui. Donc, ça c'est correct. Nuançons, toujours mon auto fuchsia, mais cette fois-ci, c'est pas mascara diamant, c'est balai propre. Mon entreprise, c'est balai propre. Puis j'ai plusieurs clients. Moi, je fais du ménage chez plusieurs clients, puis je me rends chez eux sur une base rotative. Écoute, j'ai tellement de clients différents. Normalement, sur une base de 2 semaines, oui, c'est vrai que je vais faire des rotations de mes clients. Normalement, on s'entend, c'est des déplacements de fin d'affaires, là, de chez moi vers chez les clients. Excellente question. Les personnes de ménage. Ça, on aurait tendance à penser qu'à chaque fois qu'ils vont chez des clients, c'est considéré pour affaires. La position de l'ARC dit que s'ils vont toujours chez les mêmes clients plusieurs fois par mois, ça pourrait devenir un lieu de travail habituel. L'exemple que les gens ne s'y attendent pas. Par exemple, les personnes vont faire le ménage dans
dans le même immeuble plusieurs fois par semaine ou par mois, Ouais. mais différentes unités. Ouais. Fait qu'exemple, une tour à condo, il y a 200 unités, j'y vais, je fais les condos 1 à 10, 1 à 20 la journée 1, 20 à 40 journée 2, etc. 21 à 40 la journée 2, etc. Étant donné qu'ils vont toujours à la même adresse, chaque jour de la semaine, par exemple, pendant une semaine, ça pourrait être considéré comme un lieu de travail habituel et les déplacements de leur domicile à là, si leur domicile n'est pas un lieu de travail habituel, vont être considérés personnels. Reggie. J'ai une entreprise. Selon la RC, je dis pas que je suis d'accord. Je veux juste remettre ça en contexte, là, parce que. Je dis pas que je suis Je remets ça en d'accord. contexte. Je dis pas que je suis Mon d'accord. entreprise, c'est Balai Brillant. J'ai pris ma Tesla, je l'ai coloré fuchsia, j'ai mis mon logo dessus, puis là, j'ai plusieurs contrats. Oui, je peux comprendre que plusieurs fois par semaine, je m'en vais dans le même immeuble. Mais c'est parce que j'ai utilisé tout le même immeuble. Je suis en train de me dire que c'est des déplacements pour fin personnel. Ça, je te dis que la position de l'ARC, je te dis pas que c'est où je suis Revenu Québec, je m'en rappelle plus c'est laquelle des deux, mais je te dis pas que c'est ce que moi je pense. Je te dirais pas que j'ai pas d'argument pour le fait. Moi, j'ai pas d'argument pour le contester. Mais t'es professeur, t'as pas besoin de faire ça. Ouais, exactement. Arrangez-vous les fiscalistes à cette heure. Mais ce que je te dis, c'est que leur position, c'est de dire ben ça pourrait être un lieu habituel, parce qu'habituel, la définition est très large et ça prend pas grand-chose pour être habituel. Donc, si vous avez toujours la même adresse, oui, ça pourrait être considéré comme un lieu de travail habituel, même si c'est pas la même unité à chaque fois. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Je ne dis pas qu'on va être d'accord. La Cour ne s'est pas attardée sur cette situation-là. Mais bon, on a vu, s'il pogne le même avocat que McAuliffe, ça devrait bien aller, mais sinon... OK. Rentre dans quelque chose de plus positif, là. Pas plus positif, là. Ouais. J'ai une entreprise j'ai plusieurs immeubles locatifs. Ah, les propriétaires J'ai un immobiliers. gros parc locatif, là. 5 condos à travers Montréal. C'est gros, mon parc locatif. Ben, déjà, 5 condos à Montréal, ça va faire plusieurs millions, là, vu le prix des condos. T'as tout à fait raison. Ça dépend des condos, mais bon. J'ai quelques condos, on va dire, répartis là, dans la grande région de Montréal. Puis, un plex hein, à travers tout ça. Je suis pas un immense investisseur, j'en ai quelques-uns. C'est fun, ça va bien mes affaires. Mes déplacements vers chacun de mes immeubles pour collecter le loyer, faire des petites réparations, ce genre d'éléments-là. À partir de 2 immeubles, Ouais. la position de l'ARC est que les déplacements pour faire l'entretien, réparation, percevoir les loyers, etc., sera considéré pour fin d'affaires. De chez moi vers immeuble 1, pour fin d'affaires? Oui. Immeuble 1 vers immeuble 2? Oui. OK. Fait que ça, c'est une position qui est relativement plus lousse. Quand vous avez juste un immeuble, c'est plus compliqué. De mémoire, il faut que ce soit dans une autre région, je sais un peu trop quoi, Okay. mais bref, tout ça pour dire, il y a quelques autres conditions quand il y a 2 immeubles, je pense par rapport aussi à peut-être pas nécessairement à la distance, mais à la localisation, là, je me rappelle plus exactement, mais c'est dans le guide, c'est pas le guide de l'employeur, le guide du travailleur autonome, je crois. En tout cas, bref, tout ça pour dire, on pourra mettre je pourrais retrouver la référence puis la mettre dans le podcast. Mais oui, à partir de 2 immeubles, généralement, les déplacements pour aller percevoir les loyers, etc., vont être considérés de nature affaires. Donc, les propriétaires immobiliers pourraient déduire une partie de leurs dépenses de déplacement s'ils ont 2 immeubles ou plus. Donc, c'est pas plus de 2 immeubles, c'est 2 immeubles ou plus. Soyons un peu plus sérieux, là, puis revenons à quelque chose de Ouais. plus. Comme je pense que c'est dans les clients que j'ai réussi, que j'ai rencontrés, j'ai quand même réalisé que c'est rare que les dépenses sont prises, donc c'est peut-être une opportunité c'est un élément, une opportunité qui est un petit peu ratée, donc gardez-le en tête pour ceux qui ont beaucoup de clients dans ce domaine-là, ou ceux qui avaient plusieurs immeubles. Un employé qui se rend à un lieu de travail habituel, on va dire de résidence, un lieu de travail habituel, puis qui revient le midi ou le soir, est-ce que c'est... Malheureusement, les allers-retours pour le dîner sont également considérés personnels. Fait que quelqu'un qui part le matin, va au travail, le midi, il revient chez eux, on retourne au travail, puis l'après-midi, il revient chez eux le soir. C'est 4 déplacements personnels. OK. Dernière question mise en contexte, c'est peut-être un des contextes les plus complexes parce que là, il y a des travailleurs de la construction, on sait qu'ils ont des conditions particulières, leurs conventions collectives ou plutôt leurs ententes font en sorte que chaque corps de métier a des conditions différentes. Qu'est-ce qu'il y en est? C'est un art, faire les personnes de la construction. C'est complexe et les chantiers, mais il faut toujours examiner c'est quoi la fréquence qui vont sur les chantiers, la durée, c'est quoi les installations qui ont sur les chantiers, à savoir si c'est des déplacements pour faire ou non. Si c'est un chantier où ils sont en train de construire un immeuble,
fort probablement que ça va être un lieu de travail habituel et que les dépenses de chez eux au chantier vont être considérées personnelles. Fait que ça, c'est quelque chose à faire attention. Je sais que, et là, je vais faire, on va plugger des personnes qu'on sait qui sont de référence. Monsieur Martin Turcotte de l'entreprise Audetrac. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se spécialise dans les personnes de la construction. Et je sais qu'il a déjà eu à défendre des employés de la construction qui dans le fond, l'employé et l'employeur travaillaient chacun de leur bureau à domicile, mais de temps en temps se déplaçaient, je me trompe pas, à leur garage pour chercher des camions, puis etc. Puis l'employé avait dit que c'était des déplacements personnels. Et je sais que lui avait travaillé dans ce dossier-là, il avait gagné. Il avait pas été en cours, ça s'était rendu avant la vérification. Donc, définitivement, si j'étais quelqu'un de la construction, Martin Turcotte d'Audetrac, ça serait une petite référence que je me garderais si j'ai des questions d'automobile, puis etc. Pour que j'appellerais si un jour je suis dans le trouble, que je reçois une lettre de Revenu Canada ou de Revenu Québec. C'est un kingpin en la matière dans ce dossier-là. Et, ou avant d'être dans le trouble, honnêtement. Ou avant d'être dans le trouble, c'est possible. Oui, la meilleure chose, c'est avant d'être dans le trouble. Sinon, pour comprendre, ça coûte plus cher. Également, je sais qu'il y a également eu un autre dossier où c'était une question de convention collective, à savoir qui devait assumer les dépenses pour certains déplacements, pour se rendre au chantier, entre les chantiers, etc. Et je sais qu'il est impliqué là-dedans et qu'il s'y connaît énormément pour tout ce qui est les frais, puis etc., puis les allocations qui ont droit, puis tout, puis qu'est-ce qui est... Fait et notamment par rapport aux administrations fiscales, pas pour défendre la convention collective, c'est pas ça du tout, mais pour tout ce qui est de quand il y a des contestations, des audits des administrations fiscales, définitivement une personne de référence, même si j'irais voir lui avant d'aller voir un autre fiscaliste pour ces questions-là. Définitivement. Okay. Si j'étais un employé de la construction. Fait que c'est extrêmement complexe. Je sais qu'ils ont leur propre chose, mais de faire attention pour les chantiers et tout. Dernier élément, Reggie. Une clientèle qu'on entend moins souvent parler parce qu'on pense que beaucoup de monde, je trouve qu'ils pensent qu'ils ont besoin de rien, là, mais quand même, ils amènent énormément de trucs positifs. Fait que les médecins spécialistes qui sont tenus de se déplacer souvent en différents hôpitaux, à n'importe quelle heure de la journée, n'importe quand. Pas facile. On sait que de prime abord, les agences fiscales prennent en considération que déplacement de sa résidence vers un lieu de travail, vers n'importe quel lieu de travail, de prime abord, un déplacement personnel. Ben, il y a une lueur d'espoir quand même pour les médecins spécialistes dans un contexte où c'est des travailleurs autonomes puis qui doivent maintenir un bureau à domicile pour la comptabilité, la gestion de leurs affaires en général. Revenu Québec ou l'ARC, faudrait que je Revenu Québec. C'est Revenu Québec a émis une interprétation technique qui disait que dans ce contexte-là très précis, les déplacements, quand ils partent de chez eux, c'est un lieu de travail habituel chez eux, à cause qu'ils ont une comptabilité et tout chez eux, vers les différents hôpitaux dans lesquels ils doivent travailler, ça constitue des frais de déplacement. Donc, on peut penser que c'est... Je ne veux pas rentrer dans la qualification de tout ça, là, mais c'est quand même une porte ouverte pour eux. Là. Bon point. Encore là, c'est une question de fait. Ça veut pas dire que ça s'applique à tous. Que tu sais, faut quand même qu'ils prouvent qu'ils n'ont pas de bureau dans les hôpitaux. Oui. Parce que ça, c'est un exemple important. S'ils ont un bureau dans les hôpitaux, de mémoire, cette interprétation technique-là, si vous avez un bureau dans les hôpitaux, c'est fini. Là, mais si vous avez un bureau ailleurs avec, disons, un centre administratif ailleurs, oubliez, ça ne marchera pas. Exact. C'est qu'il faut vraiment qu'il n'y en ait pas ailleurs. Donc, chez vous devient un lieu de travail habituel. Donc là, c'est les déplacements deviendraient. Dans l'exemple, Revenu Québec précisait que le déplacement pouvait être pour faire d'affaires. Fait que il y a une porte ouverte. C'est pas gagné à tout coup, mais il y a une porte ouverte. Ça dépend de chaque fait, chaque situation. Je suis d'accord. Prochain sujet. Continuons. Maintenant qu'on sait déplacement pour fin d'affaires, déplacement personnel, qu'est-ce qu'il y en a? Une fois que je sais que j'ai un déplacement d'un bord ou de l'autre, qu'est-ce que je peux faire avec? Est-ce que je peux réduire les dépenses? Comment ça marche? Donc, pour ce qui est de la déduction des dépenses, c'est uniquement les dépenses pour fin d'affaires qui vont être déductibles. Et là, étant donné que c'est très nuancé, oui, j'ai des petites notes, je vais avouer, je ne connais pas tout ça par cœur. Fait quand j'ai des dépenses, quand on pense aux dépenses, on pense notamment essence, assurance, plaque immatriculation, entretien, réparation, les frais de location. Si j'ai acheté un automobile, une partie du coût de l'automobile par l'amortissement va être déductible. Si j'ai financé l'automobile que j'ai acheté, une partie des intérêts peut être déductible. C'est sujet à des limites. On va rentrer plus tard là-dedans dans ce qui est des limites en soi. Mais rapidement, la location, c'est maximum 1100 $ en 2025, 1050 en 2024. Et les intérêts, c'est maximum 350 $. C'est des frais mensuels ici qu'on parle. Mais il y a d'autres critères par rapport au
prix suggéré, etc. Bref, on va revenir plus tard quand on va parler de l'avantage offert par des autos offerts par l'employeur. Fait que ça, c'est les dépenses qui sont généralement déductibles au prorata de l'utilisation à faire. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est pas j'ai des déplacements pour affaires, je prends le cumul puis je prends 100%. Non, non, non. Je dois calculer le montant mon montant de kilométrage à faire et calculer mon kilométrage total dans l'année. Et c'est uniquement la portion affaires qui va être déductible. D'où l'importance de comprendre ce qu'est un déplacement d'affaires. Fait que la première partie, pourquoi est-ce que je cassais la tête, les oreilles à tout le monde en disant, ben écoute, c'est quoi ton lieu de travail habituel, comment tu vas qualifier ça comme affaire, puis etc. C'est là que ça devient important. Parce que c'est uniquement la portion affaires qui est déductible. Tous les frais relativement à la portion personnelle ne sont pas déductibles. Même si tu as mis un logo sur ta business, sur ta Tesla, sur ta Tesla Fuchsia, et etc. Ça change rien. Fait que c'est les frais au prorata. Qu'est-ce qu'il y en est des stationnements? Il y a quelques exceptions, parce que dans la loi de l'impôt, on aime ça, les exceptions. Ouais. Il y a quelques exceptions. Pour ce qui est des frais de stationnement, si le stationnement est survenu pendant un déplacement à faire, donc j'allais voir un client à Montréal, parce qu'on se calme à Montréal, c'est le festival des parcomètres. Je me suis déplacé à Montréal pour voir un client, il fallait que je paye le stationnement, 100% déductible. Le stationnement va être 100% déductible si c'est pour aller faire un client ou dans le cadre d'un déplacement pour affaires. Donc, il faut clairement que j'identifie chacun de mes frais de stationnement si c'est pour affaires ou personnel. Je peux pas juste prendre une moyenne dans mon année. Il y a de la job à faire, oui. OK, ce que tu me dis en ce moment, je trouve que c'est un travail administratif quand même important. Là. On va y revenir dans un instant. Si je fais un accident pendant un déplacement, pourcentage? Écoute, j'espère que tu le feras pas volontairement, mais si un accident survient, c'est pas un accident par définition si je le cause. Hein. Exact. Si un accident survient, mais que c'est dans le cadre d'un déplacement pour affaires, normalement, 100% de la réparation va être déductible. Oh! Oui, parce que c'est arrivé pendant un déplacement d'affaires. Fait que c'est vraiment important que s'il y a un accident pendant un déplacement d'affaires, de bien noter où est-ce que tu t'en allais, qu'est-ce qui arrivait, puis etc. Mais il faut que ça soit dans le cadre affaires. Ouais. Puis sinon, c'est juste de l'entretien-réparation, changer les pneus, etc. Ça, c'est au prorata de pourcentage affaires versus total. Là. J'ai des contraventions. À l'étiquette? Ben oui. L'étiquette. Je te vais me rendre chez un client, c'était important, là, 130. J'étais sur l'autoroute, c'était sans la limite, là. Je suis pas dans une zone de 60. J'ose espérer que t'étais pas dans une zone écolière. On dirait que tu parles dans l'expérience de cause. Est-ce que tu veux nous en parler, Jerry? Non. Malheureusement, les contraventions ne sont pas déductibles. Et si elles sont remboursées par l'employeur, parce que des fois, les employeurs vont rembourser les contraventions dans certaines circonstances, c'est un avantage imposable. Et ça ne devrait pas être déductible non plus pour l'employeur. Fait que c'est double imposition. Fait que les contraventions ne sont pas déductibles. J'avais lu dans la doctrine qu'il y avait une situation potentielle, mais c'est extrêmement niché. C'est si c'est une contravention de stationnement et que c'est parce que l'employé a dû se rendre à un lieu de destination, un lieu de travail, bref, que c'était pour but d'affaires, et que l'employeur lui a demandé de rester sur les lieux plus longtemps, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu un ticket de stationnement. Dans ce cas-là, il y aurait peut-être des arguments pour qu'il se le fasse rembourser puis que ça soit pas imposable. OK. Mais disons que je ferais pas exprès. OK. Fait que les contraventions, non, ce n'est pas déductible. Et si c'est remboursé, c'est imposable. OK. Tout ça fait beaucoup d'administration. C'est de garder, je suis un employé, j'utilise mon véhicule pour faire une affaire, je dois garder mes factures, je dois savoir c'est quoi mes déplacements, les pourcentages de déplacement au son temps, là, c'est du travail administratif. Est-ce que j'ai une alternative pour le traitement fiscal de tout ça? Malheureusement, non. On ne peut pas utiliser un montant forfaitaire du kilométrage pour des dépenses. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui veut pas se casser la tête puis qui dit, regarde, j'estime que mon auto me coûte 60 cents par kilomètre de dépenses. Fait qu'à la fin de l'année, je prends mon kilométrage à faire fois 60 cents. C'est ça mes dépenses. Il ne peut pas. Il doit absolument prendre la méthode détaillée. Ça veut dire qu'il doit conserver ses reçus d'essence, d'assurance, de pneus, de ci, de ça, ses plaques, ses immatriculations, calculer son kilométrage à faire et faire un prorata. Il faut faire la méthode détaillée. Même si, pour des frais de déplacement, tu peux prendre un pourcentage, un taux kilométrique,
L'ARC dit qu'on peut pas le faire quand on vient le temps. Ça serait tellement plus facile si on pouvait. L'ARC dit que non. Fait que si on veut pouvoir prendre des dépenses, il faut faire la méthode détaillée, conserver toutes ces factures. Et un registre de carte de crédit n'est pas des factures. Fait que quelqu'un ne peut pas juste dire « je vais prendre mon registre de carte de crédit puis ça va faire la job ». L'ARC, plus souvent qu'autrement, va le refuser. Techniquement, on n'est pas obligé d'avoir des factures aux fins d'impôt. Pour les taxes à la consommation, tu es obligé. Mais pour impôt, techniquement, tu n'es pas obligé d'avoir les factures. Il faut que tu sois en mesure de prouver la dépense. Mais les vérificateurs, je vous le dis, quand ils voient des registres de carte de crédit, c'est extrêmement compliqué parce que non seulement là, il faut se battre pour faire passer les dépenses d'auto, mais en plus, il faut se battre pour faire admettre le registre de carte de crédit. Fait que ça, on vient comme ajouter une couche d'honoraires de la part du comptable et de difficultés. Fait qu'on part déjà avec des strikes. Fait que oui, il faut les factures. Et il faut faire du classement. C'est chiant. On va se dire les vrais termes, là, c'est chiant. Pour l'avoir fait pendant une couple d'années, c'est chiant. J'ai pas d'autres termes que ça. C'est ça. Et vient avec tout ça aussi la conformité. Parce qu'un coup, tu as regardé toutes tes factures et tout, pour pouvoir déduire des dépenses, faut que tu sois tenu d'accomplir ces dépenses-là dans ton emploi. Donc, il faut que ton employeur l'indique dans ton contrat d'emploi et il doit te remettre des formulaires fiscaux, le T2200 et le TP, ça c'est au fédéral, et le TP 64.3 au Québec. Fait qu'il doit te remettre ça et c'est ça. Puis il doit indiquer dans ce formulaire-là que tu dois utiliser ton auto dans le cadre de tes fonctions. Sinon, ça peut être très compliqué d'essayer de défendre nos dépenses devant les administrations fiscales. De mémoire aussi, il y a un autre critère pour pouvoir déduire les dépenses dont on vient de parler. Il faut être habituellement tenu de faire des déplacements. Oui. Habituellement... Encore là, c'est la même définition habituellement. Ici, ça nous aide. C'est une interprétation très large. Donc, même si c'est une fois par mois ou quoi que ce soit, ça peut être considéré comme habituellement. C'est pas obligé d'être chaque jour, chaque 2 jours ou quoi que ce soit. OK, donc il n'y a pas de critère très, très, très strict. J'ai pas chaque 2 semaines, il faut que je fasse un déplacement. Non. Ordinairement, habituellement. Qu'est-ce qui se passe si l'employeur se met à me rembourser les dépenses ou encore qu'il me donne des allocations? Comment c'est traité? Juste avant ça, le dernier élément de conformité super important, le registre. Ah, le fameux registre. Parce que là, on a vu toute la conformité de qu'est-ce qu'il fallait garder, etc. J'arrête pas de dire qu'il faut les prorata, mais il faut un registre. Un registre des déplacements. Et c'est l'élément qui est le plus difficile. Chaque fois qu'on a fait un déplacement, qu'on note c'est pour affaire, puis c'est pas juste de noter affaire. Faut noter qui qu'on a été voir, quel était l'objet de la rencontre, qu'est-ce que j'ai été luncher avec un restaurant, c'était qui j'ai été luncher avec un client au restaurant, qui était le client, pourquoi je l'ai rencontré, le but, ou si c'est un client potentiel, c'est encore plus dur à défendre, mais normalement ça devrait être bon. Fait que client potentiel, c'est quoi la business, qu'est-ce qui peut m'amener, etc. Le registre des kilomètres, de kilométrage est extrêmement important. Il est le terme m'échappe, mais bref, tout ça pour dire qu'il n'est pas fait en pratique. Et même Revenu Québec, de mémoire, peut appliquer une pénalité de mémoire. C'est 200$ automatique si elle demande au particulier « Est-ce que tu as un registre? » Non. Même si tu le fais par après ou quoi que ce soit, tu as un 200$ de pénalité parce que tu n'avais pas ton registre. De mémoire. Faudrait le revaluer, mais de mémoire, ça. Fait que le registre, c'est plat. Tu commences ton dossier, ça se peut que tu gagnes tout, tu as quand même un 200$. Fait que le registre est extrêmement important. Ce n'est pas fait de manière appropriée la plupart du temps. Et c'est une importance cruciale. C'est ce qui est le plus dur à faire pour les particuliers. Je sais pas si toi, tu as déjà vécu ça dans ta pratique, des clients qui venaient te voir puis que les registres étaient tout croche ou... La plupart du temps, les registres, ils n'existent pas. Oui, les registres n'existent pas. La plupart du temps, les clients l'estiment vraiment... c'est ça. Donc, c'est vraiment... c'est à peu près 60% du temps que je me déplace en ville. Ça fait du sens. J'aime que tu dis un pourcentage, 60%. Le monde, les clients, la question qu'ils nous posent tout le temps, c'est quel pourcentage qui n'est pas checké? Il n'y a pas de pourcentage qui n'est pas checké. 40% peut être checké. Ouais. Je vous dirais que 90-100%... énormément de chances que ce soit checké. Dur à faire croire. Mais ça reste que il n'y a pas de pourcentage magique. Ah oui, mais 65%, t'es sûr d'être correct. Impossible. Il n'y a aucun comptable qui peut vous assurer qu'à 65% ou 75% ou 50%, vous êtes correct. C'est sûr que si vous mettez 10%,
les chances que vous soyez vérifié sont plus faibles parce qu'ils vont regarder le dossier, on dit, bon, écoute, 10%, c'est pas trop dur à justifier. Commencer à gosser pour enlever 10% des dépenses, ça se peut qu'ils laissent tomber. Mais il n'y a pas de pourcentage magique. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu leur suggères à tes clients quand justement ils n'ont pas de registre et ils ont besoin d'aide? Écoute, je vais le ramener à mon cas personnel, là, je suis pas très, puis je vais pas dire à mes clients que je pense pas qu'ils sont disciplinés, mais garder un registre à la main, c'est comme une espèce de logbook pour les camionneurs. C'est chiant à faire, on s'entend. Pas juste les camionneurs, les travailleurs autonomes. Ouais, les employés ou les travailleurs autonomes. Imagine-toi un logbook à la main, là. Telle date, telle journée, il faut que tu rentres le logbook le matin, le soir, l'objet de ton déplacement. Puis je parle pas juste quand tu fais des déplacements pour fin d'affaires. Techniquement, tu es censé noter chaque déplacement. Personnellement, quand c'est personnel, je marque juste personnel. Okay. Ils n'ont pas à savoir qui je suis allé voir. Oui, c'est personnel, c'est personnel. Quand même. Oui, j'identifie que c'est personnel. Ouais, c'est ça. Faut que tu identifies que le déplacement est personnel. Mais quand je suis d'accord avec toi, là, je parlais pas d'identifier pourquoi c'est déplacé, mais il faut que tu sois capable d'identifier chacun des déplacements. Personnel ou affaires. Puis ensuite, affaires, oui, il faut que tu justifies le déplacement d'affaires. Mais bref, tu sais, garder ça à la main, je trouve que c'est pas super efficace pour du long terme. Il faut les garder pendant plusieurs années également. Fait que normalement, je vais vers les systèmes informatiques. J'en ai essayé quelques-uns. Ils ont leur pour puis leur contre. Puis lequel tu suggères d'habitude à tes clients? Là? Le plus simple à utiliser, honnêtement, c'est celui que j'utilise ces temps-ci, c'est AutoTrack. Pourquoi? C'est parce que il y en a que j'utilisais qui étaient plugués sur mon téléphone. Le problème, ça draine la batterie. Tu utilises déjà ton GPS pour d'autres applications, pour faire ton déplacement. Il faut que tu t'assures de partir ton application pour QuickBooks. Tu as juste à brancher ton téléphone pendant que tu roules? Des fois, c'est oublié. Ça t'arrive pas. Ça m'est déjà arrivé de plus avoir de batterie à la fin de mon déplacement, puis j'étais embêté. Fait que QuickBooks, je trouvais que c'était moins intéressant parce qu'il fallait que j'ouvre à chaque fois que je partais en auto, fallait non seulement que normalement, quand je rentre dans mon auto, ça me prend une seconde, je sors du stationnement. J'ai pas envie de gosser sur mon téléphone puis d'ouvrir mon téléphone puis tout. Fait que QuickBooks, j'ai trouvé ça un petit peu moins bien pour ça. Mais ça fonctionne. Vous pouvez, ça se plug directement dans QuickBooks, c'est quand même bien. Sinon, l'autre, qui est une entreprise québécoise. Ces temps-ci, on sait qu'on veut favoriser une entreprise québécoise. Achetons local. Achetons canadien, québécois, s'il vous plaît. AutoTrack, c'est super bien. Ça se branche dans l'auto. Puis, ça calcule, ça se part automatiquement quand tu commences un déplacement. Ça finit automatiquement, ça te donne l'adresse où tu t'es rendu, fait que tu le fais un mois plus tard, tu te rappelles plus exactement ce que tu as été, tout est logué automatiquement pour toi. Sur ça, je l'ai trouvé bien là, comme logiciel. Puis c'est juste un registre de déplacement AutoTrack ou il y a plusieurs services. Donc, si jamais tu as besoin de défense fiscale, d'optimisation... Défense fiscale? Défense fiscale. Si jamais tu as besoin d'aide pour te faire défendre avec les autorités fiscales, ce genre d'éléments-là. Peut-être dans mon step, Gérard! Si tu as besoin d'aide pour te défendre avec les autorités fiscales puis tout, honnêtement, ils offrent des services de ça. Ils offrent également des services d'optimisation. Donc, si tu veux leur poser des questions, est-ce que je suis mieux après d'acheter mon véhicule dans une compagnie? Personnellement, c'est quoi pour ce genre d'éléments-là? Il offre un gros service d'accompagnement. Donc, c'est pas juste un logiciel qui sert à faire ça. Il offre un service complet qui va se greffer un peu au véhicule automobile. Puis, s'il y a des plus grosses compagnies, il offre des services d'optimisation de flotte de véhicules. Là. Mais si on revient aux travailleurs autonomes, c'est ce qu'ils peuvent faire pour les travailleurs autonomes. Intéressant. Ouais. Ils nous appelleront s'ils ont envie qu'on parle plus d'eux autres. Parfait. Fait écoute, moi, il y a un dernier sujet que j'aimerais aborder avec toi. Parce que là, je crois qu'on est... le podcast est plus long qu'on pensait. Ouais, mais je voulais revenir à ma question de qu'est-ce qui se passe quand l'employeur rembourse tout, là? Ou quand il donne de l'argent. OK. Fait il y a deux choses. Un employeur peut soit... parce que là, ça, il y a les dépenses personnelles. Ouais. Un employeur peut soit rembourser les dépenses ou te verser une allocation. Ouais. C'est quoi la différence entre les deux? Un remboursement de dépenses, ça se fait sur base de pièces justificatives. Donc, je suis allé à la station de gaz, ça m'a coûté 25 $, je t'amène la facture, tu me rembourses 25 $. Fait que c'est un remboursement de dépenses. Ça, c'est imposable. No question ask. C'est imposable. Tandis qu'une allocation, tout dépendant comment l'allocation est payée, il est possible qu'elle soit non imposable. Donc, une allocation raisonnable pour fin d'affaires sera non imposable pour le contribuable et déductible pour l'employeur. Fait que ça, c'est le meilleur des deux mondes. C'est très, 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 très rare qu'on voit ça. En fait, je ne connais pas vraiment d'autres choses. Non, il y a eu une autre affaire. Mais c'est très, très rare qu'on ait ça. Fait que l'allocation, tu reçois l'argent libre d'impôt, pas rien, et ton employeur peut la déduire. C'est magnifique. Mais il faut qu'elle soit raisonnable et pour fin d'affaires. Et pour fin d'affaires, ça veut dire que ton déplacement doit être pour fin d'affaires. D'où l'importance de ce qu'on parlait dans la première partie du podcast. Fait qu'est-ce qu'une allocation?
Une allocation, c'est un montant qui est donné à l'employé sans égard aux dépenses réellement encourues. Donc, c'est normalement un montant prédéterminé de manière arbitraire qui n'a pas un lien direct avec les coûts réels. Ça vise un objectif précis, donc couvrir, par exemple, tes frais de véhicule. Tu n'as pas besoin de fournir de reçus ou de pièces justificatives. Et contrairement à un remboursement de dépenses. Et quand cette allocation-là est considérée raisonnable, qu'est-ce qui est le fun? Comme on dit, elle n'est, je le répète, non imposable. Ça, c'est des chiffres, des mots magiques. Non imposable pour le particulier. Puis t'as pas besoin de fournir de pièces justificatives. Fait qu'à part ton registre de kilométrage, t'as pas besoin de garder toutes tes factures de pneus, de ci, de ça. On s'en fout. Parce que t'es payé, ton allocation raisonnable n'est pas imposable, c'est pas basé sur tes frais réellement encourus. Normalement, c'est basé sur tes frais réellement encourus, mais t'as pas besoin de les justifier. Puis c'est quoi une allocation raisonnable? Là est la question. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnable? C'est que c'est versé dans l'employé. D'habitude, tout dépendant, là, la raisonnabilité peut varier en fonction du type d'auto, de la nature du travail de l'employé et de différents facteurs. Généralement, ça va être pour couvrir les frais de dépenses et ça va être jugé raisonnable si elle est fixée en fonction du kilométrage parcouru. Donc, on va appeler ça une allocation kilométrique. Fait que ça doit être un montant fourni par kilométrage. Toute allocation qui n'est pas basée sur le kilométrage va être considérée déraisonnable automatiquement. Kilométrage pour fin d'affaires. Kilométrage pour fin d'affaires, oui. Merci de préciser. C'est ça. Fait que ça doit être pour fin d'affaires. Donc, l'ARC, les administrations fiscales considèrent que ça doit être évalué uniquement sur le nombre de kilométrages parcourus pour fin d'affaires. Ça doit être un taux raisonnable. On va revenir sur c'est quoi un taux raisonnable. L'employeur n'a pas remboursé l'employé par ailleurs pour ses dépenses automobiles. Ça correspond approximativement au coût réellement encouru par l'employé. Et là, ça, je trouve ça compliqué quand l'ARC dit ça. Ça doit être dit à l'employeur, il dit sensiblement à l'employeur, estime les coûts que ton employé a réellement encouru avec son auto, puis donne-lui une allocation. Hey, t'imagines-tu, c'est quoi la job de l'employeur? Commencer à dire, OK, toi, t'as une Tesla, toi, t'as une Prius, toi, t'as un Ford F-150, toi, t'as un VUS. Fait que là, on va estimer en fonction du l'essence, c'est ça, le litre par 100 km, ton usure, comment tu conduis, c'est quoi? Voyons donc. Je suis carrément aberrant, qu'est-ce qu'ils disent là, mais en gros, il y a des taux prescrits qui sont donnés dans la loi, qui sont considérés normalement raisonnables. En 2025, c'est 72 sous pour les premiers 5000 km et 64 sous pour les kilomètres au-dessus de 5000 km. Et ça peut varier en fonction des provinces. Le Yukon, je trouve que l'autre, c'est plus élevé que ça. Ceux qui sont intéressés à le voir, c'est l'article 7306 des règlements de l'impôt sur le revenu. Si jamais ça vous intéresse d'aller voir, c'est ça. Donc, si l'allocation respecte ces taux-là, normalement, les vérificateurs vont même pas s'ostiner, vont l'accepter. Donc, en pratique, même s'il y a une exigence que les employeurs doivent estimer les frais qui doivent être encourus par chacun des employés qui peuvent avoir des véhicules vraiment différents, ces taux-là de prime abord, puis on peut pas le garantir, de prime abord sont acceptés par les vérificateurs. Oui. C'est une ligne directrice, là, c'est un guide. Ce n'est pas automatique qu'ils vont l'accepter parce qu'on pourrait aller un petit peu plus haut que ça. Dans quelle situation? Si, par exemple, tout dépendant du type d'automobile. Donc, si c'est un automobile qui est demandé dans le cadre de l'emploi, parce que c'est sûr que quelqu'un qui, par exemple, conduit une Ferrari, mais qui n'a pas besoin de conduire une Ferrari, on va pas lui permettre d'avoir un taux plus élevé. Mais, par exemple, si dans ton travail, tu as besoin d'avoir un certain type d'auto qui va consommer plus, puis que tu es en mesure de le prouver, tu pourrais demander à avoir une allocation plus élevée. Non, mais j'ai besoin d'une Porsche Cayenne. Écoute, si tu es capable de justifier que c'est nécessaire à ton emploi... C'est nécessaire pour l'image. Oui. C'est nécessaire pour l'image de ma business, Reggie. Écoute, t'essaieras d'aller défendre ça. Tu viendras me reparler comment ça se passe. Non, mais soyons plus sérieux, là. Quand on dit c'est nécessaire pour la business, on parle d'un pick-up dans le cadre d'un emploi de la construction, ce genre d'éléments. Là, dans ce cas-là, ça se peut que ça soit pas considéré comme un véhicule, comme un automobile. Et là, il y aurait d'autres éléments qui pourraient s'appliquer. On en parlera, là, mais tu parles plus du contexte parce que c'est un véhicule plus adapté un peu au travail qui est fait par l'employé, là, et non des questions un peu plus molles que je vais appeler. Effectivement. Super. OK. Donc là, on disait allocations qui sont faites selon le kilométrage peuvent être raisonnables si elles respectent des taux prescrits ou encore si elles sont raisonnables de manière générale. Mais en fonction du kilométrage,
attends, là, si j'estime un kilométrage mensuel pour mon employé, puis je lui verse ce montant-là. Si c'est un montant qui est versé par jour, par semaine, par mois ou même par année, ce n'est pas considéré raisonnable. Ça doit être vraiment par kilométrage. Fait que si c'est, ou même si c'est par déplacement, comme à chaque fois que tu as un déplacement, je te donne 20$, ça fonctionne pas parce que c'est pas par kilomètre parcouru. Puis un déplacement, écoute, autre que la distance réelle. Je prends une hypothèse, là. Je l'ai vu souvent dans le marché. Tu pars de chez toi, tu t'en vas chez un client qui est un lieu de destination, c'est pas un lieu de travail habituel. Puis on retire automatiquement 10 km parce que l'employeur le fait de manière arbitraire. Est-ce que c'est considéré comme raisonnable? Techniquement, ça va être déraisonnable parce qu'il y a une partie des kilométrages qui ne sera pas considérée. Fait que quand on ramène le taux, c'est pas par kilomètre parce qu'il y a des kilomètres que c'est 0, d'autres kilomètres que c'est le taux convenu. Fait que ça va être considéré déraisonnable. L'autre chose aussi qu'on voit souvent en pratique, c'est l'employé va partir de chez eux pour aller chez un client, mais l'employeur va calculer le kilométrage à partir de son siège social au client. Fait que c'est pas la distance réellement parcourue. Ça va être considéré déraisonnable par les administrations fiscales. Celle-là n'a pas été testée en cours parce qu'il y a une décision que je ne me rappelle plus laquelle, qu'ils ont fait ça et ils ont gagné. Ils ont gagné? L'ARC ont gagné? Non, le contribuable. OK. Mais l'ARC, sa position, c'est que ça, elle va considérer que c'est déraisonnable. OK. Puis qu'est-ce qui se passe quand, dans le cadre, il y a un programme là, au travail, puis il favorise le covoiturage. Puis l'employé doit partir aller chercher l'employé, un de ses collègues, avant de se rendre au travail. Puis c'est dans le cadre du programme, c'est un programme établi par l'employeur. Est-ce que le déplacement devient un déplacement pour fin d'affaires, donc il pourrait être visé. Vu qu'il a arrêté chez quelqu'un, malheureusement, non. Si t'arrêtes, chercher un employé et que tu vas chez ton employeur après, eux, ils voient ça comme un flow-through, si on veut, là, c'est transparent. Donc, c'est pas un lieu de destination ni rien. T'as juste pris un de tes collègues et tu t'es rendu. C'est considéré personnel. Okay. Donc, c'est pas, donc l'allocation qui serait reçue dans ce cas-là, elle serait déraisonnable et imposable. Et, même chose si, par exemple, t'as un taux de kilomètre de 60 sous et si jamais tu fais du covoiturage, t'as un 10 sous additionnel. Et étant donné que c'est pas une allocation par kilomètre puis qu'il y a un 10 sous, etc., c'est déraisonnable. OK, mais attends, je le modifie un peu, là. Je donne un montant mensuel pour covoiturage de 10$, puis le taux que je donne de remboursement. Là, on mixe les deux. L'allocation du mensuel va être déraisonnable. Fait qu'elle va être imposable. L'allocation kilométrique, je te dirais que ça dépend, ça sera argumenté. Ça serait potentiellement qu'on serait capable de la passer, mais faut faire attention. C'est ça. On joue avec le feu, là. Et la question maintenant, c'est ben si c'est déraisonnable, qu'est-ce qui se passe? C'est imposable. Et là, tantôt, on parlait des dépenses. Si vous recevez une allocation, puis on va faire le wrap-up avec ça, si vous recevez une allocation qui est considérée raisonnable, elle est libre d'impôt. Donc, vous n'avez pas le droit de déduire vos dépenses. Parce que vous recevez de l'argent pour vos dépenses, puis vous vous imposez pas. On va pas, en plus, vous permettre de déduire vos dépenses à faire. Ça ferait pas de sens. Par contre, si vous recevez une allocation et qu'elle est déraisonnable, vous devez vous imposer dessus. Mais à ce moment-là, vous avez le droit de déduire vos dépenses automobiles pour fin d'affaires. Toujours pour fin d'affaires. Fait que ça, c'est là, et là, il y a une décision à prendre. Est-ce que mon allocation, elle est raisonnable puis je prends aucune dépense? Ou mon allocation, elle est déraisonnable et je prends mes dépenses? Souvent, en pratique, ce que je vois, c'est que les gens vont calculer leur allocation qu'ils ont reçue, ils vont calculer les dépenses, et si les dépenses sont supérieures aux allocations, ils vont s'imposer sur l'allocation puis prendre les dépenses vu qu'elles sont plus élevées. Théoriquement, si l'allocation reste raisonnable, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais l'ARC a indiqué dans les positions administratives que si les dépenses étaient supérieures aux allocations, qu'on pouvait s'imposer sur l'allocation et prendre les dépenses. Et ça se maintient d'une certaine façon parce qu'on peut dire, ben écoute, mon allocation n'est pas raisonnable, regarde mes coûts réels. Mes coûts réels sont supérieurs à l'allocation que j'ai eue. Fait qu'elle n'est pas raisonnable dans ce cas-ci. Fait qu'il y a quand même une ligne directrice, il y a quand même un support argumentatif qui existe à ça. Et le taux, encore là que je donnais tantôt, c'est un taux, c'est un guideline. Il est possible d'aller plus élevé que ça. Ça dépend des situations. Il faut être capable de le prouver, que ce soit avec l'automobile ou quoi que ce soit. Parce que par le passé, maintenant, c'est plus le cas, mais c'est déjà arrivé par le passé que des employés du Conseil du Trésor avaient des taux supérieurs au taux prescrit à ce que l'ARC disait. Fait que là, ça fait comme, ouais, mais attends une minute, là. Pourquoi le Conseil du Trésor, qui sont des employés gouvernementaux, peuvent avoir des taux supérieurs au taux prescrit, puis c'est considéré raisonnable? Puis que l'ARC m'a dit que c'est ça. Et l'ARC a reconnu que les taux qui peuvent être fournis par CAA ou par le Conseil du Trésor, etc., peuvent aussi être considérés comme des taux raisonnables. C'est une question ça dépend des faits. C'est une question de fait, Fait que c'est à voir. J'adore honnêtement la discussion quand même, parce que ça montre
un truc qui est de prime abord super simple. Est-ce que j'encours des frais de déplacement pour mon employeur? On vient en parler pendant probablement plus qu'1 heure. Fait que ça démontre à quel point la fiscalité est nuancée. Et là, on parlait tout le temps de quelqu'un qui utilise son automobile. On n'est même pas encore entré dans quand c'est l'employeur qui utilise l'auto, puis lequel devrait être, etc. J'utilise l'auto de mon employeur. L'employeur fournit l'auto à l'employé. Donc, ou louer versus acheter. Donc, quand les gens viennent voir le comptable ou nous appellent et disent hey, mon auto, là, je peux-tu déduire les dépenses? Ben simple. Hey, ça. Vous pourrez maintenant faire le lien au podcast. Tiens, voici ma réponse. Va écouter ça, rappelle-moi, puis on en reparlera. Assure-toi d'avoir toutes tes factures, assure-toi d'avoir un registre kilométrique, identifie tes lieux de travail habituels, puis après on en reparle. C'est drainant. Sincèrement, c'est drainant. Puis malheureusement, est-ce qu'il y aurait moyen de faire ça plus simple? Est-ce qu'on pourrait accepter un kilométrage plus tout simplement un taux par kilométrage pour faciliter la patente, on va dire ça comme ça. Oui, mais regarde, l'ARC n'est pas d'accord avec ça. C'est pas juste l'ARC, on a bâti la loi comme ça aussi. Je veux dire, comme je le répète souvent, c'est nos politiciens qui décident des lois, fait qu'on décide de pas le changer, on le change pas. Nos politiciens décident de pas changer. Nos politiciens, c'est des choix de société. Là, on pourrait s'ostiner longtemps. C'est parce qu'il y a des politiciens qui m'ont dit, c'est pas nous autres qui décident, c'est la société, nous, on les applique. Mais bon, ça c'est... Fait que ça. Puis sinon, j'avais une autre décision Garner, mais en gros, c'était simplement quelqu'un qui avait justement reçu une allocation, puis il y avait des frais de déplacement automobile. Elle travaillait 90% de chez elle. C'était une entreprise cosmétique, dont on parle, comme ton exemple tantôt, et elle devait se rendre chez son employeur qui était à 72 km, mais elle travaillait 90% de chez eux. Et puisque son employeur exigeait qu'elle se déplace une fois par mois à son lieu d'affaires à lui, puis que c'était à 72 km, puis qu'elle a travaillé 90% de chez eux, elle a eu gain de cause et chez eux a été considéré comme un lieu de travail habituel, donc la distance entre les deux a été considérée pour fin d'affaires. Ce que j'aime bien de ces décisions-là, c'est que ça, l'ARC dit souvent qu'il peut y avoir... Et le formulaire était rempli, T2200, et c'était clair. Excuse-moi, je t'interromps. Non, c'est correct, c'est que l'ARC dit souvent qu'il peut y avoir plus d'un lieu de travail habituel, puis elle met beaucoup d'emphase sur ça dans ses documents, mais la jurisprudence semble un peu plus nuancée que les positions globales de l'ARC, là. Oui, ben il y a énormément de jurisprudence. Énormément de jurisprudence sur les frais automobiles. C'est une question de fait, on s'entend. Fait que prenez pas une jurisprudence puis vous dites voilà comment ça fonctionne. Garner, elle est informelle, donc elle ne fait pas jurisprudence. Fait que les administrations fiscales ne sont pas tenues de la suivre. Fait que ça. D'autres questions? Est-ce que j'ai bien répondu? T'as répondu à toutes mes questions. Mon ego en a pris un coup aujourd'hui. Cry me a river. Sur ce, merci pour votre attention. Si vous avez regardé écouté tout le podcast. C'était parler pendant 1 heure de frais de déplacement, en espérant que ça peut vous éclaircir un peu, qu'on ne vous a pas trop mélangé. Puis sinon, merci pour votre attention et on se reparle la prochaine fois.